Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà. Actuellement, les événements majeurs de la vie politique en Chine, c'est bien évidemment les deux sessions. La session de l'Assemblée nationale populaire et la session de conférence consultative de politique du peuple chinois. Voilà, on l'appelle les deux sessions. Alors, beaucoup de journalistes étrangers, observateurs occidentaux, même les philologues, les comparent avec les deux chambres occidentaux, la chambre haute, la chambre basse, comme le Congrès américain ou l'Assemblée nationale et le Sénat en France. Certainement, il y a des similitudes entre les deux, mais finalement, il y a aussi de sacrées différences. Prenons l'exemple de la conférence consultative. En fait, les membres de comité de cette conférence ne sont pas élus, donc ils ne sont pas des politiques professionnels. Ils sont sélectionnés et désignés de différents milieux sociaux de la Chine et ils ne votent pas non plus des lois, mais ils font des propositions. Alors, quelles sont les propositions que les membres de comité de cette conférence ont fait? Et sur quelle base, destinée à qui, pour quelles raisons, et surtout quels seront les résultats de ces propositions? Nous allons regarder, je vous invite à regarder ce reportage qui nous explique de tout ça. Et puis, on va débattre avec mes deux invités sur la nature, le fonctionnement, etc. de ces deux sessions. Voici le reportage. Voici le sous-comité de réception des propositions de la CCPPC. Il recueille et catégorise les propositions des conseillers politiques pour assurer qu'elles soient traitées une fois approuvées par la CCPPC. Elles seront envoyées aux ministres et aux commissions pour implémentation. Jusqu'à maintenant, plus de 500 propositions ont été soumises, un nombre qui ne cesse de croître. Les propositions que nous avons reçues jusqu'à maintenant se focalisent sur le maintien de la stabilité économique tout en améliorant la croissance, en mettant en pratique les réformes économiques, politiques et sociales et en améliorant l'éducation et le niveau de vie. Parmi les propositions, plus de 450 proviennent des partis démocratiques et de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce. Le reste émane des membres de la CCPPC. Pendant des décennies, la Chine a essayé de lancer des campagnes d'incitation à la lecture, mais n'a pas eu beaucoup de succès. Alors cette fois, j'ai décidé de renforcer la construction sociale pour encourager la population à lire. J'ai décidé de proposer de permettre aux associations industrielles et aux chambres de commerce d'aider à promouvoir et à améliorer les entreprises. Cette année, les propositions doivent se présenter sous forme détaillée avec des idées concernant leur implémentation. Résultat, le nombre de propositions devrait tourner autour de celui de l'an dernier et même diminuer un peu. Qualité et pas quantité, tel est le nouveau mot d'ordre. Voilà. Alors, aujourd'hui, mes deux invités, d'abord Ting Yifan, vous êtes politologue et économiste, vous êtes le directeur de l'Institut du développement mondial du Conseil d'État. Et vous êtes professeur aussi, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie, le dernier sur le système politique de la démocratie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Richard Hartz, vous êtes journaliste, correspondant du Parisien à Pékin, vous êtes spécialiste de la Chine, vous vous intéressez de la Chine depuis longtemps. Et aujourd'hui, c'est votre 6e année en Chine. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Ma première question est à vous deux. Comme dans l'introduction, j'ai un peu donné la réponse moi-même. Et en fait, c'est un peu... Quelle est la ressemblance entre les deux sessions de la Chine et les deux chambres dans des pays occidentaux? Est-ce qu'ils ont le même fonctionnement? Je vois là, il y a une sacrée différence, mais quelles sont ces différences Oui, enfin, je veux bien répondre. C'est pas pareil, dans la mesure où le Sénat, en France, qui est la deuxième chambre,
il participe au travail législatif, même si c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, c'est là que ça se décide, il peut quand même contribuer à compléter ou modifier une loi, il rentre dans le système. Et puis l'autre différence, c'est que dans l'Assemblée, comme au Sénat, il y a une majorité et une opposition. Tout ça, c'est pas pareil en Chine, évidemment. Ensuite, il y a un système, troisième différence, un système électoral. Il est direct pour l'Assemblée en France, il est indirect pour le Sénat. C'est-à-dire que ce sont les membres des conseils municipaux, des conseils régionaux, les élus qui votent pour élire le Sénat. Tout ça, ça fait quand même de grosses différences avec ce qu'est la conférence consultative politique du peuple chinois. Qui ne sont pas élus, ils sont désignés, mais ils sont pas des professionnels non plus. Ils sont des gens qui ont leur propre métier. Ils se réunissent une fois par an, donc ils connaissent bien leur milieu. Je pense qu'avec des pouvoirs différents, s'il y avait une comparaison à faire avec le système français, c'est plutôt avec ce qu'on appelle le Conseil économique, social et environnemental. Là, mais qui n'a pas un pouvoir aussi important que le... Oui, mais en termes de composition, ça se ressemble un peu. Et alors, comment voyez-vous ces... En fait, oui, la conception du Parlement français est totalement différente de l'Assemblée nationale populaire en Chine. Moi, je cherchais à faire des ressemblances. Oui, il y a des similitudes. Les similitudes, c'est que ce sont aussi des institutions législatives. C'est-à-dire, en Chine aussi, c'est l'Assemblée nationale populaire qui adopte des lois. Donc, c'est aussi le genre de Parlement. Le pouvoir législatif, ça, c'est sûr. Contrairement au Sénat français, le Sénat français a été conçu comme une espèce de cadenas qui se garderait, il joue un rôle de garde-fou contre aussi les lois votées par l'Assemblée nationale. Donc, pour des tas de raisons, pour des lois organiques, donc des lois importantes, il faut l'approbation du Sénat pour que la loi soit complètement approuvée. Donc, le Sénat a été conçu comme un cadenas. Tandis qu'en Chine, l'Assemblée nationale, la conférence consultative politique du peuple chinois n'a pas ce rôle, il n'a pas le rôle de veto contre les législations votées par l'Assemblée nationale. Je dirais que c'est plutôt un rôle de réflexion. C'est ça, c'est complètement différent. Mais périodiquement, la conférence consultative politique a joué des rôles différents. Parce que au moment de la création de la République populaire, avant l'établissement de la avant la République création de la République populaire, la forme de la conférence consultative politique existait. Donc c'est pour ça qu'on dit l'ancienne conférence consultative politique et la nouvelle conférence consultative politique. Et au moment de la création de la République populaire, comme il n'y avait pas encore l'Assemblée nationale populaire, il n'y avait pas de Parlement, la conférence consultative politique du peuple chinois jouait le rôle du Parlement. L'Assemblée nationale populaire n'existait pas encore. C'est ça, l'Assemblée nationale populaire est née en 1953, donc plusieurs années après la création de la République. L'avance, donc, pendant tous les 3 ans ou les 4 ans de la création de la République populaire, c'était la conférence consultative politique qui jouait le rôle du Parlement. Et après, lorsque l'Assemblée nationale a été créée, donc la conférence consultative politique a fait place à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à maintenant, la conférence consultative politique jouait un rôle de surveillance aussi. Mais petit à petit, son rôle se diminue. Jusqu'à aujourd'hui, elle est consultative. Oui, elle est consultative. Et elle sert à faire des propositions au gouvernement, mais aussi à l'Assemblée nationale populaire. Elle fait des propositions dans les deux sens. Dans les deux sens. À la fois des propositions pour le corps législatif et pour le gouvernement, pour l'exécutif. C'est-à-dire pour des propositions pour les politiques, mais aussi des propositions pour les lois législatives. Oui. Voilà. Il faudrait voir lesquelles sont vraiment reprises par le gouvernement. Là aussi, c'est pour ça que la conférence consultative politique a un pouvoir plus important que le Conseil économique social de France, au sens où le gouvernement et l'Assemblée nationale populaire
ont l'obligation de répondre aux propositions soumises par la conférence consultative politique. Mais ils ne rentrent pas dans le processus d'approbation. Donc ils ont peut-être plus de pouvoir de ce point de vue-là que le Conseil économique, social et environnemental, c'est comme ça. Mais cette commission a moins de pouvoir que le Sénat en France, ou que la Chambre des Lords en Angleterre, ou que le Bundesrat en Allemagne, parce qu'ils sont aussi des deuxièmes chambres. C'est vraiment des chambres législatives qui entrent dans le processus. Là, ce n'est pas le cas. Il y a une autre différence, c'est qu'à l'Assemblée ou le Sénat français, on votait souvent les lois qui garantissent le bon fonctionnement de la société, tandis que la conférence consultative, c'est plutôt discuter des problèmes directement concernant le peuple. On dit les problèmes de la société. C'est vrai. Et il faut dire que la conférence consultative politique est plus près de la population, parce que de la vie quotidienne. De la vie quotidienne. Elle se préoccupe de la vie quotidienne de la population. Donc elle fait des suggestions, elle fait des propositions pour essayer d'améliorer quelque chose de très concret. Oui. Parce Par que exemple, les membres ce matin, au moment de la session, de débat, etc. Vous avez été, hein? Oui, j'ai été ce matin à la session de la conférence consultative politique. J'ai ma carte. Voilà. Très bien. C'est pratique. Donc, il y a un délégué, il y a un membre de la conférence consultative politique qui a fait des suggestions concrètes sur ce qu'on appelle la mise en application de la politique de deuxième enfant. Souvent, la mère de deuxième enfant rencontre un genre de discrimination. Si la mère travaille, etc. Donc souvent, quand elle a un deuxième enfant, on lui dit rentrez à la maison, occupez-vous des enfants, etc. Il dit que c'est le genre de discrimination sociale, il faut que cela se stoppe. Et alors, c'est très intéressant. Quelle sera la suite de cette remarque? Donc, cette membre de la conférence consultative a fait des propositions pour essayer Et alors, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces propositions? Ces propositions ont été faites au gouvernement. C'est le gouvernement de faire appliquer et de répondre. Après, il faut que le gouvernement aille expliquer devant la conférence consultative les effets de sa politique publique. Et de ce point de vue, la conférence consultative politique est quelquefois puissante. Parce selon que les sujets. les fonctionnaires du gouvernement sont responsables et doivent répondre quelquefois. En fait, la conférence consultative s'intéresse plutôt à des problèmes quotidiens des gens. C'est très différent parce que les journalistes étrangers s'intéressent plutôt, par exemple, au changement de dirigeants ou de ce genre de choses. Richard, vous êtes parmi les rares journalistes qui ont fait des articles sur cette conférence. Alors, selon vous, qu'en pensez-vous? Vous avez posé plusieurs questions à votre voisin. Quel est le résultat de ces propositions? Mais vous avez votre propre expérience, vous avez suivi depuis un certain temps. Je pense, en fait, le système est fait de telle sorte que lorsqu'on est journaliste étranger, on s'intéresse beaucoup plus à l'Assemblée elle-même. Les décisions, elles sont quand même là. C'est évident que Parce qu'ils votent des lois, parce qu'ils votent le président de la République, parce qu'ils votent le gouvernement, le changement. Et puis ils se réunissent pendant 15 jours. C'est très dense. C'est pas du tout. Là aussi, c'est une énorme différence avec les pays européens ou la France, mais même l'Amérique. Enfin, la session, elle dure pendant au moins 10 mois. Et il y a des remarques constantes auxquelles le gouvernement doit répondre. Et il dépose des projets de loi qui sont discutés. Ça. Là, tout est concentré en peu de temps. Parce qu'ils ne sont pas des professionnels. Ce sont des députés non professionnels. Ils ont leur propre métier. Il faut retourner travailler. Oui, pour la commission consultative, vous voulez dire? Non, pour l'Assemblée aussi. L'Assemblée aussi. En général, c'est quand même des gens
qui sont dans la politique localement. En général, en général, vraiment, ils sont politiques aussi, mais pas politiques uniquement pour députés. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, mais ils sont dans l'action et ils sont très attentifs. Ils ont cette... Je crois que toutes les fois où j'ai pu approcher l'Assemblée chinoise en suivant une délégation de parlementaires français, j'ai vu que les députés, les dirigeants de l'Assemblée en Chine sont aussi présents que possible dans la région d'où ils viennent. Oui. Il faut qu'ils soient capables d'alerter les dirigeants, et notamment le gouvernement et le parti, quand quelque chose ne va pas. Oui. Et beaucoup de discussions pendant la session portent là-dessus. C'est à la fois le système d'information et d'alerte par les députés, et de l'autre côté, le gouvernement qui dit ce qu'il a décidé, qui explique pourquoi il a décidé telle et telle chose, afin que les délégués, qui sont à peu près 3000, quand ils rentrent chez eux, ils puissent l'expliquer, mais ça peut prendre du temps. Hein. C'est pas toujours... Donc ils jouent un pont entre le gouvernement et la population. Je crois que c'est le rôle essentiel en Chine du système législatif. Et Deng Yifan, vous venez de terminer votre livre sur le système politique de la démocratie occidentale. Alors, en comparaison justement avec le système politique et démocratique en Occident, quels sont les points forts, quels sont les points faibles de notre système législatif En fait, dans le système chinois est appelé la démocratie concertée, ou la démocratie de concertation ou de consultation. Il y a donc le processus de consultation, ce qu'on appelle la conférence consultative politique. C'est un genre de consultation. Et puis, bien sûr, le corps législatif, l'Assemblée nationale populaire, joue un peu le rôle de l'Assemblée nationale dans les pays de l'Occident, comme en France, etc. C'est un corps qui décide des lois. C'est un corps législatif qui décide des lois. Même si les lois sont votées par l'Assemblée nationale, mais c'est souvent l'exécutif qui fait le plus de propositions sur les lois. En France, c'est le cas. En Chine, c'est aussi le cas. C'est souvent le gouvernement dispose d'une branche en Chine, contrairement au gouvernement français, par exemple. En France, c'est le gouvernement lui-même qui fait les différents ministères, propose des lois, etc. En Chine, au cabinet, c'est-à-dire au Conseil des affaires d'État, donc au cabinet, il y a un bureau législatif. Et le bureau législatif sert à préparer les lois pour le compte du gouvernement, et ces projets de loi seront proposés à l'Assemblée nationale populaire. Pour être approuvé. Pour être approuvé. Parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'opposition qui pourra s'opposer. Il y a des débats. Il y a des débats. Il y a des débats, il y a des modifications. Des débats, des modifications sont possibles. Ils sont allés plusieurs fois. Comme il n'y a pas vraiment une opposition. Donc, mais n'empêche, il faudrait signaler que tout de même, il y a eu des projets de loi qui n'ont pas été votés comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des discussions très longues sur tous les projets et des choses qui traînent à être décidées parce que ça se discute longuement. Le problème en Chine, c'est qu'il n'y a pas une publicité particulière sur tous ces débats. Et c'est ça qui est un peu dommage. Bon, alors cette année, apparemment, il y a un contexte international très différent que l'année précédente. Le ralentissement de la croissance mondiale est évident, la Chine aussi. Alors, cette année, quelles sont les spécificités pour ces deux sessions 2016? Les politiques publiques ont été débattues au moment de ces deux sessions. Les réformes les réformes de restructuration du côté de l'offre a suscité pas mal de questions. Oui, réforme du côté de l'offre. Oui, la réforme, pour résumer, simplifier, ça s'appelle la réforme du côté de l'offre. Et les délégués ont suscité des questions. C'est un mot très particulier. Oui, surtout aux représentants du gouvernement. Parce que les ministres étaient responsables, donc les ministres
était à l'Assemblée nationale populaire pour répondre aux questions des députés, etc. Et donc, cette fois-ci, les ministres ont été questionnés longuement sur les mesures prises du Code de l'ordre. Et Richard, alors cette année aussi, hein, apparemment, certains disent que c'est la fin de la 30 glorieuse de la Chine. Effectivement, le premier semestre, l'exportation de la Chine a chuté, 20%. Non seulement cette année, l'année dernière. C'est déjà commencé. L'année dernière, la contribution du commerce extérieur était négative. Tout ça a une conséquence, je ne sais pas si c'est la question que vous vouliez poser, mais il y a une conséquence sur le comportement des députés que j'ai pu voir à l'entrée de l'Assemblée. Je vous assure que j'avais fait un sujet un peu en profondeur il y a 3 ans, c'était plus gai. Il y avait plus d'optimisme. Tous ces députés qui arrivaient des 4 coins de la Chine, certains se connaissent, ils étaient contents de se retrouver, de prendre un café afin d'entrer en séance. C'est plus vraiment comme ça maintenant, c'est plus sérieux, c'est un peu plus, peut-être, une certaine anxiété. On voit bien, même dans le discours du Premier ministre, qu'il faut maintenir une croissance qu'on a fixée entre 6,5 et 7%, mais il le dit lui-même, ça ne va pas être facile. Donc voilà, l'état d'esprit a bougé. Je pense qu'on est en train de passer d'un système de croissance qui était relativement facile à un système où il va falloir faire attention à beaucoup plus de choses, corriger certains travers. Enfin, l'économie chinoise est en train de se modifier, c'est pas facile, et pour ça, ça donne une ambiance de sérieux plus affirmée. Oui, effectivement, selon le rapport du Premier ministre, on a beaucoup de choses à régler. Il y a même une population qui sous le seuil de pauvreté. Le nombre est impressionnant, 70 millions. C'est plus important que la population française. Et l'Institut, comment dit-on, le Modi a baissé un cran de la sûreté de la dette chinoise. Tout ça, comment répondre les 2 sessions? Comment les 2 sessions, on peut faire des propositions pour répondre à toutes ces questions un peu plus sérieuses, comme Richard avait dit? En fait, l'agence de cotation Moody n'a pas complètement dégradé la performance des bons de trésor chinois. Non. Il a tout simplement mis, disons, les bons de trésor ou les dettes chinoises étaient qualifiées de 3A, mais avec ce qu'on appelle une normalisation positive. Maintenant, cette observation positive est devenue négative, mais ça reste toujours 3A, donc ça n'est pas tombé, ça n'a pas complètement dégradé. Mais seulement, Moody dit qu'il y a des risques, que la perspective de croissance chinoise tourne de l'optimisme vers le pessimisme. Mais donc, en général, j'ai l'impression qu'en général, l'agence de notation Moody's donne toujours très mauvaises notes sur la Chine. C'est pas sûr, parce que, en fait, historiquement, les agences de cotation n'ont jamais prévu correctement les crises, par exemple. Ça commence bien. Ça commence bien. Ils n'ont rien dit sur les crises majeures. Oui. Je dois dire que quand on va un peu à l'Assemblée, il y a eu une déclaration du ministre de la Commission nationale du développement et de la réforme, M. Chouchaché, qui
qui répondait à tout ça. J'ai noté des phrases extrêmement intéressantes. Il dit « L'illusion de l'atterrissage brutal de l'économie chinoise ne pourrait se produire en aucune manière en Chine. » Ah bon. Donc il développait... le gouvernement chinois va travailler à stimuler la consommation, car le marché de la consommation se développe rapidement avec l'émergence de nouveaux domaines tels que la consommation verte et l'information. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de volonté en Chine de dépasser ces alertes qu'il y a. Au fond, dans le reste du monde, soit la Chine se développe et on craint qu'elle se développe et que ça devienne un problème pour les autres pays, qu'elle se développe trop, ou bien il y a des ratés dans le développement, des ralentissements, et on craint que le ralentissement se développe ailleurs aussi. On n'en sort plus. En fait, la Chine est devenue la deuxième économie au monde. C'est fondamental. Si elle se porte mal, les autres pays vont se porter mal aussi. Donc on tourne un petit peu en rond là-dedans, et j'ai l'impression que ce qu'il y a d'intéressant dans l'Assemblée cette année, c'est qu'on est en train de montrer, enfin les ministres qui viennent s'exprimer dans les différentes commissions sont en train d'expliquer qu'on passe d'une phase à une autre, une phase de développement plus facile à une phase plus difficile. Il va y avoir des modifications dans l'économie, et on les voit un petit peu dans ce qu'a dit le Premier ministre. Vous êtes d'accord? D'une phase, on commence une nouvelle phase, peut-être un peu plus difficile. C'est vrai, l'économie chinoise a franchi l'étape de décollage pour entrer dans une phase de développement ralenti, certes, mais de développement plus stable. Mais ça veut dire que ça passera moins par le développement des exportations. J'ai l'impression que c'est l'économie interne chinoise qu'il va falloir bien relancer. J'ai l'impression. Alors il y a une autre question, c'est que là, cette année, on a annoncé solennellement la baisse de budget militaire. Hein. C'est très évident. Et tandis que la Corée du Nord, tandis que la mer du Sud, les Américains viennent avec leurs porte-avions, la tension militaire monte. Alors pourquoi cette baisse? Comment expliquez-vous? Oh non, parce que sur la part de dépenses militaires dans le budget, etc., il y a un grand débat. Parce que, oui, certains disent que, bien que proportionnellement, le pourcentage a baissé, mais comme l'État chinois a augmenté le déficit budgétaire, ce qui fait que le budget dans son ensemble a augmenté. Le budget par rapport à l'année dernière a augmenté, parce qu'il y a plus de déficit. De 3%, hein, c'est pas important. C'est pas énorme. Donc cela dépend. Parce que d'autres disent que, oui, il y a certes une réduction de la part proportionnelle du budget militaire, mais en fait, en chiffre absolu, il y a une légère augmentation du budget militaire. Mais cette légère augmentation du budget militaire sert à payer les retraités. Et il faut le budget militaire pour payer la retraite des militaires, etc. Donc il y a une légère augmentation du budget destinée à payer la retraite des militaires. Mais en tout cas, la Chine n'a pas l'intention de se lancer dans une course aux armements avec les Américains, ni avec les Américains. Mais bien sûr, mais je crois qu'il y a, pour moi, dans cette espèce de tassement de l'envolée des dépenses militaires qu'on avait senti depuis quelques années, il y a d'abord une volonté de ne pas envenimer les relations avec les Américains, et ça se sent un petit peu dans la conférence de presse qu'a fait le ministre des Affaires étrangères. On ne va pas créer des complications avec les Américains. Et deuxièmement, on en parle depuis le début, en fait. Il y a un souci en Chine de faire des économies. Ce n'est pas le moment de faire des dépenses militaires considérables, parce que la priorité, elle va vers l'aménagement de l'économie chinoise, mieux l'encadrer. Bon, alors, on a un peu près voir tous les domaines. Malheureusement, on n'a pas le temps de continuer. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps nous manque.
Bon, merci beaucoup pour vos explications. Bon, merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.